La crise du Golfe, François Mitterrand appelle le pays à resserrer les rangs. Michel Rocard très ferme devant les députés, session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Ballet diabolique autour des ambassades occidentales, certains ressortissants autorisés à quitter le Koweït, d'autres sont retransférés vers Bagdad, reportage de nos envoyés spéciaux. Les agriculteurs en colère à Poitiers, sécheresse et hausse brutale des prix de la viande, ils étaient 5000 à manifester aujourd'hui. Enfin, les Français sur les starting blocks pour les championnats d'Europe d'athlétisme. Gros plan sur le sprinter, Daniel Sangouma. Bonsoir, visage tendu et grave cet après-midi à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunis en session extraordinaire. L'objet de cette session, diffusée en direct sur la 3, la crise du Golfe et le risque de guerre. Cette réunion s'est ouverte par un message solennel du président de la République qui a appelé le Parlement à mobiliser le pays autour du message simple qui guide l'action de la France, le respect du droit. Mais sa première pensée est allée aux otages indignement retenus en Irak, je le cite. Des otages dont Michel Rocard a demandé tout aussi solennellement la libération immédiate et sans condition. Nous allons revenir dans un instant sur cette session avec le service politique de la 3. Mais attardons-nous auparavant sur le sort de ces otages. Nos envoyés spéciaux à Bagdad, Joël Hazard et Joseph Tual, les ont rencontrés, plus précisément, ont été autorisés par les autorités irakiennes à les rencontrer. Vous comprenez le sens de ces mots. Le régime irakien se sert de la télévision, se sert de nous pour émouvoir l'opinion publique et pour dissuader le gouvernement français d'intervenir militairement. Nous en sommes conscients. Faut-il pour autant ne rien filmer, ne rien montrer aux familles? Nous ne le pensons pas. Notre métier consiste, vous le savez, à vous informer, mais nous tentons de le faire avec prudence et discernement. Reportage. Je m'appelle Fauquier Gustave, j'habite à Istres en Provence. Bon, je dis bonjour à ma femme Annie et aux enfants ainsi qu'à toute ma famille et je pense bien à eux. Voilà. Éric Lomény, Bergerac en Dordogne. Bonjour à toute la famille, tout va bien, merci FR3. Michon Jean-Pierre, habitant à Anglette. J'embrasse mes enfants et j'espère les revoir bientôt avec leur mère. Pour l'instant, on n'a aucun problème. On est très bien traités, il faut dire ce qui est. Ils sont courtois avec nous, on n'a aucun problème. On se balade en ville et tout, on n'est pas embêtés. Dans cette privation de liberté, de ne pas pouvoir franchir la frontière, de retourner chez nous, c'est énorme ce stress-là. Donc c'est assez important ça. On voit par là que bon, lorsqu'on est dans un pays libre, disons que bon, cette impression de chape de plomb là-dessus, c'est dur à supporter. Comme nous, la liberté en France, c'est une des qualités qui est requise en France. Je ne vois pas pourquoi on se trouve coincé ici. D'autant plus que les problèmes entre l'Irak et le Koweït, pour nous Français, ça ne nous atteint pas, hein, à titre individuel. Alors c'est vrai. C'est très dur intérieurement de savoir si ça se tombe, c'est peut-être... Il se passe quelque chose, on ne sait pas. Si ça se tombe, il se passe quelque chose. Mais intérieurement, entre nous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Et tous les jours, on se répète, on se voit, ça va, oui, mais si tu as une nouvelle, est-ce que tu as entendu RFI ce matin? Oui, mais je vois rien. On regarde le Bagdad sur le verre, on parle pas des Français. On écoute RFI, pas de nouvelles des Français. Ça va être anglais, ça va être des... voilà, on a... le président Samuel Hussein autorise une autre nation à sortir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, hier soir, c'était 7, 8, 9 nations qui peuvent avoir des visas, et nous? Ce triste feuilleton durera-t-il longtemps? Il est impossible de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de Bagdad a décidé d'utiliser avec un réel cynisme cette arme psychologique. Véritable révélateur de cette position très ambiguë et diabolique de Saddam Hussein, l'attitude du président irakien vis-à-vis des otages et notamment du personnel de l'ambassade des États-Unis au Koweït. D'un côté, la détente. Ce matin, 55 personnes sont parties vers la Turquie. De l'autre, le chantage. Sans aucune raison, 3 de ces Américains ont été bloqués à la frontière et n'ont pu quitter le Koweït. Le même sort est bien sûr réservé à tous les Occidentaux. Mathilde Pradier. Au compte-gouttes, Saddam Hussein lâche certains otages occidentaux. 52 Américains, des femmes et des enfants sont arrivés en Turquie. Leur périple a été long. Transférés de l'ambassade des États-Unis à Koweït City pour Bagdad, ils ont gagné la frontière turque avec l'autorisation irakienne. Une ombre au tableau, les douaniers irakiens ont retenu 3 jeunes gens de leur groupe au poste frontière sans aucune explication. Saddam Hussein a aussi donné l'autorisation à 19 Japonais de quitter Bagdad après avoir laissé partir ce week-end des Britanniques par la frontière syrienne, des Français de l'ambassade de France à Koweït City. Mais simultanément, sur des groupes de même nationalité, Saddam Hussein pratique la manipulation d'otages. À Bagdad, 20 Japonais ont été transférés vers une destination inconnue.
À Koweït City, 8 nouveaux Britanniques ont été conduits de force dans des établissements dits civils, en réalité des hôtels. 8 Français ont subi le même sort. Alors qu'enfin, un groupe de 26 Français qu'on pensait retenus sur des lieux stratégiques a été localisé dans un hôtel de Bagdad. La guerre des nerfs continue aussi autour des ambassades à Koweït City. Dans l'ambassade de France, 6 diplomates continuent de travailler sans eau, sans électricité et sans transmission. 3 jours après l'ultimatum, la plupart des missions diplomatiques sont encerclées et bientôt les vivres commenceront à manquer. On peut comprendre dans ce cas l'inquiétude des parlementaires français réunis cet après-midi en session extraordinaire. Après le message du président de la République et le discours du Premier ministre, tous les représentants de l'opposition se sont succédés à la tribune. L'ensemble de la classe politique reste préoccupé par la situation dans le Golfe. On s'en est aperçu lors de cette session extraordinaire, à la tonalité parfois très grave. Daniel Sportiello. C'est debout que l'Assemblée va écouter le message du chef de l'État, lu par le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius. Un message qui accentue la solennité de cette session extraordinaire du Parlement consacrée à la crise du Golfe. Les visages sont graves quand le chef de l'État rappelle dans son message que rien n'a été et ne sera négligé pour venir en aide aux otages retenus en Irak. Un message qui rappelle en outre le principe fondamental de non-agression qui guide l'action de la France. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Même gravité chez Michel Rocard. Quand il évoque la situation objectivement dramatique, ce sont ces mots, des otages. Le Premier ministre a voulu tenir le langage de la vérité aux Français. Oui, nos compatriotes sont retenus en otage. Oui, leur liberté est entravée et peut-être leur vie menacée si se poursuit la logique de guerre. Oui, nous pouvons leur assurer le soutien ému, attentif et constant de toute la nation. Leur sort est pris en considération dans chaque analyse, dans chaque décision. Leur libération ne peut être négociée. Elle doit être immédiate et inconditionnelle. Une fin de non-recevoir devant toute forme de marchandage que l'on retrouve dans les 3 principes de la politique française dans le Golfe énoncés par Michel Rocard: fermeté, cohérence, continuité. Une ligne approuvée globalement par l'opposition parlementaire qui ne désire pas, compte tenu de la gravité de la situation, s'engager dans une polémique stérile. Mais nul ne veut pour autant délivrer de chèque en blanc au gouvernement et au chef de l'État. Refusant tout faux consensus, l'UDF adoptera une attitude de réserve responsable. Même tonalité au groupe RPR qui, sans mettre d'entrave à l'action du gouvernement, n'entend pas lui donner sa caution générale pour toutes les actions à venir. Pour leur part, les communistes continuent de mettre en garde contre les risques que fait courir à la paix le comportement américain. Si les représentants parlementaires ont voulu rappeler aujourd'hui qu'ils existent, nul n'a voulu jouer de partition contraire. Et avant de revenir à l'Assemblée nationale, un télégramme à l'instant de Moscou. Mikhail Gorbatchev appelle à l'unité arabe contre l'Irak. Le numéro 1 soviétique durcit le ton contre Saddam Hussein. Retour à l'Assemblée, solennité dans l'hémicycle, échange moins formel dans les couloirs, mais empreint, j'imagine, de la même gravité. Michel Lemaire. Affluence des grands jours cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée. Accord général sur le principe d'un échange gouvernement-opposition, mais pas forcément sous cette forme. Je pense que c'est un gadget. Ça servira à rien. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. On peut peut-être penser qu'à partir du moment où il n'y a pas de vote, l'expression est plus libre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne pose pas le problème en termes vous soutenez ou vous soutenez pas et vous le manifestez par un vote. Si à gauche on fait naturellement bloc derrière le gouvernement, la droite est un peu partagée entre sa volonté critique à l'égard du pouvoir et celle de ne pas remettre en cause l'accord sur les grandes lignes de la politique française. Il y a un certain consensus et il est vrai une certaine union nationale. Un consensus, c'est quelque chose qui a été élaboré en commun ou tout au moins discuté en commun. Or, ce n'est pas le cas.
Pendant ce temps, le Front National, bien isolé dans ce concert, développait une position qui laissait pantois ses interlocuteurs. Avant d'envoyer les soldats français se faire trouer la peau pour certains émirats arabes qui dépensent des milliards au casino, je pense qu'il faut tout de même réfléchir. Et l'on rentrait en rang serré dans l'hémicycle, constatant avec un brin de regret que la trêve estivale était en politique une espèce en voie de disparition. Et si je comprends bien, Arlette Chabot, il y a quelques nuances dans cette union sacrée. Oui, tout à fait. Je crois d'abord qu'il faut revenir, si vous voulez, sur la tonalité générale. On a d'abord entendu, au travers du message du président de la République, au fond, un discours de mobilisation morale du pays. Souci des otages, salut aux soldats français et rappel donc des principes qui fondent la démocratie et la République française. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu un discours extrêmement ferme de Michel Rocard. On a même ressenti parfois des accents churchilliens lorsque le Premier ministre refusait tout compromis, toute négociation avec l'Irak et préparait même les Français à recevoir et à entendre certaines mesures économiques difficiles pour répondre à la crise. En face donc, l'opposition a réagi de deux façons, de deux manières. Pas de consensus, disent le RPR et l'UDF, mais le RPR a une position beaucoup plus nuancée. En revanche, du côté de l'UDF, cette expression giscardienne de réserve responsable, le président de la République, qui ne fait pas partie des parlementaires français puisqu'il est à Strasbourg, a en quelque sorte voulu faire passer un message personnel aujourd'hui et se réserver peut-être le droit de s'opposer plus tard à François Mitterrand. Reste donc le ton grave, général. Tous les parlementaires sont extrêmement conscients de la situation. Si chacun veut échapper à la logique de la guerre, on sentait bien ce soir encore que nous sommes dans cette logique de guerre. Merci Arlette. Même réunion au Sénat cet après-midi. Oui, les sénateurs se réunissaient en effet eux aussi pour évoquer la crise du Golfe cet après-midi. Intervention à la tribune de Roland Dumas avec un discours très ferme du ministre des Affaires étrangères face à une opposition dans l'ensemble favorable à la position de la France dans la crise du Golfe. Seule demande de l'opposition, l'augmentation du budget de la défense. La France veut. Cette crise du Golfe suscite des remous au sein du Front National. Réunis en université d'été à Tours, tous les militants d'extrême droite ne comprennent pas forcément l'attitude pro-irakienne de Jean-Marie Le Pen. Reportage de Philippe Dessevski. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Tours pour s'opposer à la tenue dans cette ville de l'université d'été du Front National. Un cortège formé à l'appel du PS, du PC, du MRAP, de la LICRA et de différents syndicats. Mais le Front National a d'autres soucis. En effet, avec la crise du Golfe, la position de Jean-Marie Le Pen n'est pas du goût de tous les sympathisants, surtout depuis que des ressortissants français sont retenus en otage par Saddam Hussein. Aussi, les responsables lepénistes ont-ils décidé au dernier moment d'ajouter au programme de leur université d'été une conférence sur la crise irakienne. Une conférence en prémisse d'ailleurs d'une grande campagne d'explication. Cette réaction prouve la véracité de cette rupture entre Le Pen et sa base. À l'heure où l'ensemble de la classe politique se range derrière le président François Mitterrand, ou du moins observe une réserve pour ne pas nuire à la position de la France, le Front National persiste et signe et s'isole un peu plus. Ceux qui sont excessifs, ceux qui sont extrémistes, c'est l'ensemble de la classe politicienne, bien curieusement, qui fait du va-t-en-guerre. Après avoir fait de l'antimilitarisme, elle fait maintenant du bellicisme. Eh bien, le Front National est le seul mouvement politique qui garde la tête froide et qui essaye d'empêcher que la France ne s'engage dans un combat, dans une guerre dont le coût humain, notamment, serait sans commune mesure avec l'enjeu initial. La campagne d'explication du Front National sur la crise du Golfe ne fera pas dans la dentelle. Elle entend présenter François Mitterrand comme l'homme de la guerre et Jean-Marie Le Pen comme celui de la paix. Car il semble au Front National qu'il n'est pas bon de se battre pour faire respecter le droit international, garant pourtant de la paix dans le monde. Quant à l'aspect militaire de cette crise, la France vient de décider d'envoyer des hélicoptères en Arabie Saoudite. C'est ce que vient d'annoncer Hubert Védrine, le porte-parole de l'Élysée. La France répond ainsi favorablement à une demande de Riyad. En ce qui concerne le Clémenceau, il quittera Djibouti pour rejoindre le Golfe demain. Michel Rocard l'a confirmé cet après-midi. Dernier préparatif donc pour la force aéronavale française. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Pierre Babet et Robin Tauboul. 10h15 ce matin dans les coursives du porte-avions, communication générale à l'équipage. Appareillage à 5h30, fin de communication. Sur le pont d'envol, balai d'hélicoptères, appontage des 30 gazelles, des 12 pumas à l'entraînement dans le désert en attendant l'ordre d'appareiller. Appareiller, oui, c'est même le branle-bas, mais pour où? Les soldats de l'armée de terre n'en savent pas plus que les marins. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez faire? On ne sait pas du tout. On descend d'Arda et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, où on va le faire.
savez que vous partez quand même. On sait qu'on part demain. Mais pourquoi faire? Ah, on ne sait pas. Aucune idée. Dans la vieille salle des machines, on pousse les feux. La température ne descend jamais à moins de 50 degrés. Les risques sont réels. Si vraiment il y a un conflit et tout ça, c'est sûr que c'est dangereux au niveau des machines. Parce qu'on est entouré déjà, on a des soutes à mazout de chaque côté. Sur les quais, les marins se transforment en fourmis. Des milliers de colis s'engloutissent dans les réserves du porte-avions, ou pour les munitions, bien sûr, dans les soutes. Le porte-avions aura donc passé exactement 144 heures ici à ce quai de Djibouti. 144 heures pendant lesquelles les militaires ont pu préparer une intervention, mais 144 heures aussi pendant lesquelles les diplomates ont pu faire baisser la tension. Djibouti, Pierre Babé, FR3. Quant aux États-Unis, ils viennent de décider de réduire les effectifs de l'ambassade irakienne à Washington et de limiter la liberté de déplacement des diplomates. L'un des personnages clés de ce conflit, c'est le président de la République de Turquie. En coupant l'acheminement du pétrole irakien, Turgut Özal a clairement choisi son camp, celui de l'Occident. Une position qui lui vaut bien sûr la confiance des Américains, mais aussi une popularité grandissante dans son pays. Nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire et Marc Doux ont rencontré le président turc hier. Dans cette interview exclusive, vous allez l'entendre, Turgut Özal n'est pas très optimiste sur l'avenir du conflit. Turgut Özal est un homme serein. En pleine crise du Golfe, il inaugure une autoroute, celle qui permet de passer de l'Asie à l'Europe. Un symbole, une ambition surtout, celle du président turc qui compte bien tirer le plus d'avantages possible de la situation actuelle. L'embargo pétrolier, dont la Turquie détient les clés, va lui coûter 3 milliards de dollars minimum pour l'année. Américains, Saoudiens et Koweïtiens se sont engagés à aider le précieux allié. La communauté européenne, dont Turgut Özal rêve de faire partie, devra elle aussi faire un geste. Cette situation de crise montre bien que la Turquie est un membre de la famille occidentale. Et en même temps, elle en est une bonne amie. Et elle a de bonnes relations avec le reste du monde islamique, y compris les Arabes. Délaissée depuis le réchauffement Est-Ouest par ses partenaires de l'OTAN, la Turquie de Özal rappelle ainsi qu'au Proche-Orient menacé par la guerre, elle demeure le premier rempart de l'Occident. Tout d'abord, je dois considérer les intérêts premiers de mon pays. Mais en même temps, je dois aider tous nos pays amis pour résoudre cette crise, autant que nous pouvons le faire, sans entrer dans une guerre totale. Mais parfois, la dernière extrémité, c'est la guerre. Téléspectateur assidu de la chaîne d'information américaine CNN, Turgut Özal croit aux vertus de l'embargo pour faire fléchir Saddam Hussein. Mais en cas d'échec et d'attaque de l'armée américaine, la base turque de l'OTAN d'Incirlik pourrait être le point de départ des avions de l'US Air Force pour aller bombarder Bagdad. Quant au pétrole, le baril, vous l'imaginez, est toujours en hausse, mais l'Arabie Saoudite a déclaré une nouvelle fois qu'elle était prête à produire 2 millions de barils supplémentaires par jour pour compenser le manque irakien. Les autres événements, Élise? L'actualité en France a commencé par la colère des agriculteurs qui s'est une nouvelle fois exprimée aujourd'hui à Poitiers. Sécheresse et chute du prix de la viande, ils étaient plusieurs milliers dans les rues de la ville à réclamer des mesures d'urgence, mais aussi la démission du ministre de l'Agriculture, Henri Nallet. Reportage à Poitiers, Christian Desplaces. C'est à près de 10 000 qu'ils ont manifesté leur inquiétude ce matin dans les rues de Poitiers. Sur leurs vêtements, les agriculteurs ont plaqué leur colère, mais ils savent aussi l'exprimer de vive voix. Aujourd'hui, on crève de notre métier. Aujourd'hui, je suis installé donc depuis 88. Je viens de subir 2 sécheresses. On n'a plus de quoi nourrir nos animaux. La récolte de maïs va être divisée par 3. Pour protester contre la crise de l'élevage ovin et défendre la ruralité, il n'y avait pas que des agriculteurs dans la rue. Syndicats, artisans, commerçants s'étaient mobilisés. En tête de cortège, derrière la banderole principale, les élus du Poitou-Charentes. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Anglais, que les Allemands. Nous devons défendre le monde rural. C'est de la France dont il est question et c'est pour ça que nous sommes là. L'ampleur de la manifestation prouve que c'est une bonne cause. Et il faut que Mitterrand en prenne acte. C'est pourquoi nous disons immédiatement prenez, Monsieur le Président de la République, des mesures telles que l'arrêt des importations abusives.
Les manifestants ont exigé la démission d'Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture, et déposé un ultimatum à la préfecture pour demander des mesures d'urgence pour l'élevage, notamment une prime de 150 francs par brebis. Même devant les grilles de la préfecture, la manifestation est restée assez calme. Quelques jets de pierre, quelques pneus brûlés. Le seul à avoir été chahuté, Michel Hervé, le maire de Parthenay, député européen socialiste, n'a pas pu prendre la parole. Michel Hervé a dû se réfugier à la préfecture. La manifestation s'est ensuite disloquée. Les incendies dans le Midi. Après l'enfer de ces derniers jours, une polémique s'est engagée dans la région de Colobrières. Dans le Var, les agriculteurs, les chasseurs et les villageois affirment que les contre-feux auraient été au moins aussi efficaces que les pompiers. Une technique ancestrale pourtant condamnée par les soldats du feu qui la jugent trop dangereuse. Mais en Provence, la tradition l'emporte souvent sur la raison. Reportage Philippe Visserias et Philippe Barre. À Colobrières, les incendies, on connaît. Comme une malédiction, les feux de forêt ravagent cette partie du Var depuis des millénaires. Autrefois, la seule arme des paysans pour les combattre, c'était le contre-feu. Aujourd'hui, malgré les moyens modernes dont disposent les pompiers, on est toujours persuadé que le contre-feu reste la meilleure arme. Un contre-feu, par exemple, vous avez une colline qui brûle ici, et le vent, il vient d'ici. Donc, vous allumez ici. Donc quand les deux feux se rencontrent, ça éteint. Ça devrait faire partie des techniques de lutte contre l'incendie, au même titre que les moyens aériens. Mais pour que tout ça soit efficace et non pas dangereux, il faut impérativement que ce soit mis en place par un état-major au feu, en collaboration entre toutes les parties. Ces images sont celles d'un contre-feu allumé par les villageois au bas de Colobrières la semaine dernière. Tout le monde sait que cette pratique est interdite, mais ici, elle a réussi à stopper la progression des flammes. Là, les flammes étaient au poteau. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait attention que le feu ne saute pas. Il a sauté là, il a sauté plus haut. Et on n'avait rien, on n'avait pas d'eau, on a arrêté quand même. On a travaillé comme des brutes. Et là, si on allume par le contre-feu, ça va à Colobrières. Ça, c'est obligé. 6 tombes israélites profanées dans le cimetière d'Évreux, dans l'Eure, dans la nuit de samedi à dimanche. Des pierres tombales fracassées, des étoiles de David jetées à terre. C'est le spectacle découvert par un habitant du quartier hier matin. Pour l'instant, les enquêteurs ne disposent d'aucun indice. Le sport maintenant avec les championnats d'Europe d'athlétisme. Parmi les plus beaux espoirs de médailles françaises, Daniel Sangouma. Demain, il devrait courir la finale du 100 mètres. Et le sprinter français aura fort à faire face au Britannique Linford Christie. Le pur sang Sangouma, le meilleur de sa spécialité en France, s'est entraîné à Aix-les-Bains avant de partir pour Split en Yougoslavie. Portrait signé Caroline Sins et Joseph Tual. Cet athlète en rouge, c'est Daniel Sangouma, challenger numéro 1 du Britannique Linford Christie, favori de Split. Ce jour-là, Sangouma battait le record de France du 100 mètres, 10 secondes 02. Daniel, c'est un garçon à la sensibilité nerveuse extrêmement pointue. Ça, c'est probablement son caractère dominant. Mais cette sensibilité nerveuse le rend plus fragile aussi. Hein. Donc il a fallu canaliser tout ça. Et ce qui apparaît, ce qui transparaît de lui ou de cette nervosité extrême, c'est son explosivité, ça, c'est son caractère dominant. Explosif, je sais, ouais, certainement. Disons qu'il faut essayer d'être explosif à bon escient. Ce qui n'est pas toujours évident, mais oui, je pense qu'explosif, oui. Bon vivant, ça va. Il a 25 ans et aime beaucoup rire et s'amuser, mais sa vie est très sérieuse. Daniel Sangouma fait partie du cercle restreint des hommes les plus rapides du monde. 1m87, 84 kg, son physique est celui d'un pur sprinter. Depuis 6 ans, il travaille en osmose avec le même entraîneur. Travaille sur la course, mais aussi sur le mental, car le sprinter est l'athlète le plus fragile nerveusement. Avant Split, Daniel a surtout insisté sur sa fin de course, souvent cause d'appréhension. Chaque geste, chaque foulée ont été minutieusement étudiés. Le propre du sprinter, c'est la caresse explosive, c'est d'arriver à caresser le sol pour qu'il vous renvoie le mieux possible. Donc ça, il faut qu'ils arrivent à créer tout ce schéma-là en eux pour que ça se répète dans un second eux-mêmes, quoi. Daniel Sangouma est l'un des favoris du 100 mètres pour ces championnats d'Europe. L'homme à battre sera le Britannique Linford Christie et qui sait, le Français Bruno Marie-Rose. Et encore un télégramme sur la crise du Golfe. L'Irak a ordonné à sa marine marchande de ne pas résister
aux tentatives d'arraisonnement selon la chaîne américaine CNN. Il est possible que Saddam Hussein craigne les conséquences de son isolement. Je vous rappelle la nouvelle de la soirée, Mikhail Gorbatchev a appelé le monde arabe à s'unir contre l'Iran. Toutes ces informations sur la crise dans le Golfe seront bien sûr développées dans Soir 3 à 22h10. Soir 3 présenté par Marc Hauteman. Fin de ce 19-20 à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.